va commencer l'émission dans 2 minutes. Bonjour à tous, bonjour à toutes, merci de votre fidélité. Nous sommes sur Radio Fréquence Atlantique. Alors, sur les ondes, c'est 88.3, 93.6, 105.9. Vous pouvez suivre les émissions sur Internet. Et puis, bien entendu, nous sommes en direct sur Facebook, au moins pour les 2 premières parties. Vous savez que tous les dimanches, nous parlons d'actualité internationale, de grandes problématiques, et puis des formations qui concernent notre pays. Et puis une deuxième partie interactive qui n'est pas en direct pour le moment, mais à laquelle vous pouvez participer en téléphonant au 0596 03 14 03. Alors, comme d'habitude, vous connaissez le format maintenant, 2 points d'actualité et une partie des constructions. Aujourd'hui, pour ce qui concerne les points d'actualité, nous avons retenu 2 événements, 2 séries d'événements qui sont particulièrement importants, mais qui ne sont pas restés présents dans les médias. D'abord, ce sont les mesures sur les allocations chômage qui vont commencer à être prises en compte et appliquées, et accessoirement, le vote de la politique agricole commune de l'Europe et les conséquences sur l'agriculture. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point va nous amener à parler d'élections qui se sont déroulées au Honduras et au Venezuela, et qui montrent qu'il y a un changement très profond qui se fait, qui se confirme sur le continent d'Amérique sud et centre, et que cela a des conséquences pour nous. Quant à ce qui concerne la déconstruction, nous allons parler de la nécessité de se défaire de la propagande des classes dominantes comme condition pour adopter une stratégie efficace dans la lutte actuelle contre les mesures liberticides qui nous sont imposées par le gouvernement français et le pouvoir colonial en général. Alors, on va commencer avec cette actualité. Eh bien, tout ce tapage qui est fait sur le Covid, le virus omniprésent, et qui commence à être concurrencé par les futures élections présidentielles, a un but parmi d'autres, c'est d'empêcher qu'on soit informé sur des choses fondamentales qui changent les conditions de vie et qu'on puisse savoir les mesures scélérates qui sont développées par le gouvernement français. Alors, c'est comme ça que un décret est paru au journal officiel le 30 septembre 2021 qui durcit, qui applique une loi, la loi du 1er octobre 2021, qui durcit les conditions d'obtention de la location chômage. Ça veut dire que pendant qu'on fait semblant de protéger la santé des gens, eh bien, on jette encore davantage de gens dans la précarité. Alors, ce qui est à noter, c'est l'explication du gouvernement pour dire qu'il fallait accélérer l'application de ces mesures. Je cite une déclaration du ministre du Travail. La situation économique est bonne. Vous entendez, petit paysan, petit entrepreneur? La situation économique est bonne. Et pourtant, nous sommes face à un paradoxe. Des entreprises qui n'arrivent pas à recruter et des chômeurs qui ne trouvent pas d'emploi. C'est donc le bon moment pour faire cette réforme. La nouvelle formule s'appliquera à partir de vendredi dernier à tous les nouveaux inscrits à Pôle emploi. C'est quoi ces mesures? Premièrement, le durcissement des règles sur la dégressivité des allocations et sur la durée d'affiliation nécessaire pour ouvrir ou recharger un droit. Alors, depuis le 1er décembre, c'est en cours, hein?
Alors, d'abord, avant, il fallait avoir travaillé 4 mois pour bénéficier d'allocation. Maintenant, il faudra avoir travaillé 6 mois dans un contexte où il est de plus en plus difficile à trouver du travail. Ensuite, les allocataires de moins de 57 ans vont perdre dans le montant de ce qu'ils touchent. Alors, il y a toujours cette histoire de division qui est menée pour que les peuples acceptent les mesures scélérates. On vous dit que oui, mais dans un premier temps, ça va s'appliquer aux gens qui touchent plus de 4 500 € et qui tombent au chômage. Alors, ces gens-là, ils avaient une pension, enfin des indemnités, et au bout d'un certain nombre de temps, les indemnités baissaient. C'était à partir de 9 mois, ils touchaient un peu moins d'allocations. Maintenant, ce sera à partir de 7 mois. Alors on vous dit, ouais, mais ils ont 4 700 €. Mais ces gens-là, c'est des gens qui sont des cadres en général, qui ont investi énormément pour arriver au poste où ils sont, qui ont des dépenses nettement plus élevées que la moyenne en général, puisque le foyer, les outils technologiques dont ils sont tributaires, etc. Donc, mais on commence sur eux. Mais pour eux, on va réduire le remboursement plus tôt qu'auparavant. Donc, il y a une étude qui a été faite par l'UNEDIC qui dit que 1 150 000 personnes qui sont éligibles aux allocations seront touchées par une baisse de leurs revenus d'au moins 17%. Hein, avec toutes les conséquences que l'on sait sous cela. Donc, on comprend bien qu'on n'en a pas parlé et on ne réalise pas que la polarisation qui est faite sur la question de la santé a pour but de faire passer des mesures qui aggravent les conditions de vie des travailleurs en général. Alors, j'ai parlé de la CEDIC, mais il faut parler de la politique agricole commune. Vous savez que dans l'Union européenne, le plus gros budget, les plus grosses interventions concernent la politique agricole. Et il y a des lois qui ont été votées par les parlementaires des 27 pays membres de l'Union européenne et qui seront appliquées à partir de janvier 2023. Donc, on passe à 2022, à partir de ça, ces lois seront appliquées. Le budget de l'Union européenne concernant la PAC, la politique agricole commune, c'est de 387 milliards d'euros. Et sur ces 387 milliards, il y a 270 milliards qui sont consacrés à des aides directes aux agriculteurs. Avant d'aller plus loin, je dois dire que la majorité qui a voté ces nouvelles lois organisant la politique agricole, ce sont les partis de droite, le PPE, enfin, tous ceux qui sont de droite, mais que les partis de gauche qui sont minoritaires au Parlement européen, donc les Verts, la gauche radicale, etc., même les socialistes, ont voté contre. C'est pour dire que si c'est la droite qui vote ces mesures-là, et que les écologistes, les partis de gauche votent contre, on ne peut pas accepter l'idée que ce projet est fait pour améliorer, pour transformer l'agriculture, pour la rendre plus durable. Parce que c'est ce qui est affiché. On nous dit qu'il faudra appuyer la dotation des subventions aux efforts qui sont faits pour lutter contre la souffrance animale, pour baisser les intrants, etc. Sauf que il y a un organisme qui est censé contrôler si les États qui vont recevoir de l'argent appliquent cela. Ils peuvent faire des remarques, mais ces remarques ne sont pas contraignantes. Ça veut dire que les gens vont continuer à toucher des subventions européennes tout en ne respectant pas les lois de la durabilité. Et puis, comme ce sont les grandes entreprises, les multinationales, notamment les céréaliers en France, qui perçoivent, et les bananiers en Martinique, qui perçoivent le gros des subventions, on peut être sûr qu'ils ne vont pas
changer leurs pratiques. Et puis ceux-là vous disent, mais oui, mais on a tenu compte de cette réalité et les petites entreprises et les moyennes entreprises auront un fonds réservé spécialement pour eux. Alors, écoutez, les États seront contraints d'employer au moins 3% du budget en soutien aux jeunes agriculteurs. Et puis 10% des paiements directs devront être à destination des petites et moyennes exploitations. Ça veut dire que sous cette masse de milliards, c'est une portion congrue qui va pouvoir atterrir entre les mains des petits paysans qui vont continuer à se suicider ou à mettre la clé sous la porte. Et que les rentes dont bénéficient, par exemple, les grands propriétaires de bananes ici, et au détriment des petites exploitations, ben, vont continuer. Alors, quand nous avons parlé de cela, c'est pour expliquer que pendant qu'on parle pandémie, pendant qu'on commence à parler de politique politicienne de Valérie Pécresse-Roth, la machine de l'Union européenne et des gouvernements continue à mettre en œuvre une politique de saccage des droits sociaux et d'élimination des petites entreprises. Donc, premier point, et vous comprendrez plus tard pourquoi j'ai tenu à parler de ces deux faits d'actualité, celui-ci et celui que j'aborde maintenant, c'est la question des élections. Imaginez qu'au Honduras, un petit pays de 10 millions d'habitants, je crois, je vais plus rapidement, oui, c'est bien ça, de 10 millions d'habitants, il y a eu des élections présidentielles. Et qui a remporté ces élections? C'est une dame qui s'appelle Xiomara Castro. Cette dame-là, présentée comme chaviste, communiste, révolutionnaire, c'est sur ça d'ailleurs que la droite a fait la campagne pour la déstabiliser, c'est pas n'importe qui, c'est l'épouse de Manuel Zelaya, donc, qui est l'ancien président du Honduras, qui avait été renversé par un coup d'État. Alors c'est important à comprendre parce que le Honduras, c'est le premier pays où les États-Unis, l'Europe, ont mis en œuvre la politique pour renverser tous les pays, tous les gouvernements progressistes de la région. Comment ils avaient fait ça? Ils avaient soudoyé des sénateurs en les corrompant, leur donnant des masses de millions, pour leur faire voter la destitution du président Zelaya. Et c'est là qu'il y a eu donc, un coup d'État, la droite est revenue au pouvoir, saccageant le pays, etc. Et quand ils ont réussi ce coup-là, le coup d'État parlementaire, qui bien vite s'est transformé en dictature militaire de droite, ils ont employé ça au Brésil. Avec des fausses accusations, ils ont renversé Lula, des fausses accusations, ils ont renversé Dilma Rousseff, et donc c'est partout qu'ils ont essayé de faire cette stratégie-là. Ils ont essayé de le faire au Venezuela, mais ils ne sont pas arrivés. Le régime de Venezuela a tenu tête jusqu'à présent, mais je finis avec le Honduras. Comment vous imaginez que cette élection-là soit passée quasiment inaperçue dans tous les grands médias? La première femme présidente du Honduras dans ce pays est absolument réactionnaire, quelqu'un qui défend des thèses anti-impérialistes et qui passe avec une écrasante majorité, c'est ça qui est plus important à dire. 20% d'avance sur son rival de droite au deuxième tour. Alors évidemment, au Honduras, c'est les fêtes populaires, mais il fallait étouffer cette information pour que les peuples ne le comprennent pas, malgré toutes les stratégies des États-Unis et de l'Europe, les mouvements populaires continuent à monter, la résistance anti-impérialiste continue à se renforcer. Donc voilà pour le Honduras, et ça m'amène à parler du Venezuela. Ah là là, le silence a été total sur les élections au Venezuela. Il y avait des élections qui concernaient les municipalités, les provinces, enfin, pour les gouverneurs de province, et la capitale Caracas. Eh bien, la victoire des chavistes, des révolutionnaires bolivariens qui se présentaient, a été écrasante, puisqu'ils ont remporté 20 des postes sur 23
poste de gouverneur, la mairie de Caracas, avec un taux de participation de 41,8%, donc 8 100 000 votants pour le pays. Alors, ce qui est important, c'est de voir les réactions de l'Union européenne, des États-Unis et des médias en général. Les médias ont dit oui, mais finalement, il y avait une grande abstention, mais finalement, c'était pas totalement libre. On va parler des observateurs. Chers auditeurs, chères auditrices, imaginez que dans ces élections-là, qui ont eu lieu le 21 novembre, il y avait au total 70 244 candidats et candidates. 70 244 candidats. Mais sur ces gens-là et qui participaient, il y avait ceux qui représentaient la droite et l'extrême droite, les partis d'opposition, qui étaient au nombre de 67 162. 67 000 sur 80 000. En fait, les candidats présentés par l'Alliance patriotique sous l'égide de Maduro, ils étaient 3 082 contre 67 162 candidats de droite et d'extrême droite. Ils ont gagné 20 gouvernements avec des avances spectaculaires, notamment à la mairie de Caracas. Donc, on a cité une moyenne pour chaque candidat du gouvernement, il y avait 22 adversaires de droite. Ils ont gagné. Ils ont gagné. Alors, et puis les gens disent, ah mais oui, mais c'est une dictature. Imaginez que depuis que Chavez a été élu, il y a déjà eu 29 élections générales. Les chavistes en ont perdu 3 seulement. Et qu'après les avoir perdus, ils ont reconquis les postes. 3 sur 29. Alors, depuis les premières élections, l'Europe et les États-Unis disaient c'est pas libre, etc. La fondation Carter, ancien président des États-Unis, Jimmy Carter, déclarait que c'était les élections les plus démocratiques du monde parce qu'ils avaient des contrôles sur place, des contrôleurs sur place, des observateurs, qui avaient dit que le système de vote par électronique est hyper surveillé et que effectivement c'était des élections qui étaient absolument valables. Eh bien, là, ça s'est passé. Est-ce qu'il y avait des observateurs? Dans un premier temps, l'Europe a dit non, c'est une dictature, c'est pas libre, on n'envoie pas d'observateurs. Et puis quand beaucoup d'autres pays, beaucoup d'autres institutions internationales ont envoyé des observateurs, finalement, l'Union européenne en a envoyé. Au total, il y avait 500 observateurs internationaux, dont 100 de l'Union européenne. Alors, parmi ces gens-là, il y avait le groupe des experts des Nations Unies, le Centre Carter dont on a parlé, le Conseil des experts électoraux d'Amérique latine, la CELA, composé d'experts juridiques et de présidents de tribunaux électoraux provenant de tout pays, indistinctement, indifféremment de leur motivation politique. Et puis à côté, il y avait des observatoires des affaires latino-américaines, des représentants de la République d'Argentine, etc., etc. Bref, des observateurs du Mercosur, ce qui veut dire que c'est ni observateur et puis c'était tout. Donc, on ne peut absolument pas dire que ces élections-là n'étaient pas transparentes. On vous dit qu'il y avait un double système de contrôle électronique et qu'avant les élections, des démonstrations d'utilisation de l'électronique avaient été faites dans toutes les régions sous contrôle international pour assurer qu'il n'y aurait pas de garantie, de fraude, etc. Et voilà que le gouvernement vénézuélien et le pôle patriotique remportent la victoire. Malgré le blocus qui a été renforcé 3 jours avant les élections. L'Europe a bloqué des fonds qui devaient y arriver. Vous savez que la Banque d'Angleterre a volé le stock d'or du Venezuela pour donner aux camarades des trafiquants d'armes, là, Guaido. Malgré les restrictions, les pauvretés,
et que cela engendre, le peuple vénézuélien a dit, voilà ce que nous voulons. Qu'est-ce que l'Union européenne dit? Oui, c'était mieux que d'habitude, mais il y a eu quand même des fraudes sans jamais présenter une preuve. Et les États-Unis, bien entendu, disent que ce ne sont pas des élections justes, etc. Et puis, les médias n'en ont pas parlé et ils continuent à répercuter des informations sur le Venezuela. La semaine dernière encore, sur Arte, on avait un reportage dans le journal qui rappelait que c'était une dictature. Donc, pourquoi nous insistons sur ces élections-là? C'est pour que nous comprenions que nous sommes dans un affrontement global au niveau planétaire. Que les gouvernements et les institutions internationales qui servent les impérialistes ne respectent pas la démocratie, ne respectent pas les élections, organisent des coups d'État, pendant qu'ils sabotent les droits sociaux. Il faut qu'on ait ces actualités de cette semaine qui nous le rappellent pour pouvoir partir sur la question de la déconstruction. Alors, petite respiration musicale, avant que nous arrêtions sur la partie déconstruction. Allez, on y va. Alors, j'ai annoncé que nous allons parler de la nécessité de se défaire de la propagande des classes dominantes pour adopter une stratégie efficace dans la lutte actuelle contre les mesures liberticides du pouvoir colonial. Au départ, quand la propagande a commencé sur le vaccin, le Covid, nous avions expliqué que c'était un leurre pour justifier l'adoption de mesures contre les droits des hommes et des femmes, des droits liberticides, dans le cadre d'un processus qui a commencé depuis des décennies pour fasciser la société. Donc on a trouvé un bon prétexte, on devient humaniste, on veut sauver les gens, les empêcher de mourir, et donc on prend des mesures liberticides pour cela. Et le débat qui s'est très vite installé, c'était entre les bons citoyens qui faisaient confiance au gouvernement, qui ne voulaient pas voir leurs aînés mourir, et puis les mauvais citoyens qui sont obscurantistes, qui refusent un vaccin alors que la vaccination c'est la science, et puis qu'il faut les punir, qu'il faut prendre des sanctions. C'est normal qu'on les prive de leurs droits. Et ce débat-là, petit à petit, s'est imposé dans la société. Alors, par la suite, il y a eu quand même des gens qui ont cru à la propagande gouvernementale, qui ont eu vent des effets collatéraux, des effets secondaires, qui ont accédé aux effets malgré la censure des gouvernements et qui ont commencé à se poser des problèmes à tel point qu'on voit des gens qui sont pour la vaccination se mettre à côté de ceux qui s'opposent à la vaccination obligatoire et au pass sanitaire. Mais malgré tout, les choses restent floues. Et il y a nécessité que nous nettoyions nos esprits de la manipulation réussie entreprise par les gouvernements, et notamment chez nous en Martinique, la RS, la préfecture, l'ordre des médecins et tout ça, pour comprendre qu'il y a des questions à se poser pour porter une réponse scientifique valable qui protège notre santé, notre peuple, nos droits. La première question que nous devons poser, rappelez-vous de ce que nous venons de dire concernant les atteintes aux droits des chômeurs et des paysans, etc. Rappelez-vous. Mais alors, chaque être humain doté de bon sens minimum, comment pouvons-nous croire que des gouvernements qui sabotent la planète, qui refusent de prendre des dispositions pour arrêter le changement climatique, fauteur de sécheresse, de catastrophes, d'érosion des côtes, qui ridiculisent ceux qui manifestent contre leurs mesures, les répriment,
Comment pouvons-nous croire que ces mêmes personnes-là, brusquement, elles deviennent gentilles, et puis elles disent, il ne faut pas que les gens meurent, donc la seule solution, c'est le vaccin. Ceux qui ne veulent pas sauver l'humanité sont des scélérats. Alors, Al Capone vient vous dire, chez vous, hein, qu'il ne faut pas permettre à votre fils de prendre un pain au chocolat de la cuisine, en disant que c'est lui qui vous met en faillite. Donc, je caricature, mais il faut dire que ces gens, c'est eux qui sabotent les droits des travailleurs. C'est eux qui sont responsables de l'accumulation de déchets nucléaires, de déchets, qui mènent une politique scélérate en matière de culture. Ils sont devenus gentils, et puis ils veulent sauver l'humanité, il faut les croire. Quand on a parlé des chômeurs ce matin, mais il faut rappeler que tous sans exception, tous ceux qui sans exception nous disent qu'ils viennent sauver l'humanité avec leur vaccin, ce sont les mêmes personnes qui sabotent les services publics de santé. On a dit que les gens qui sont morts à la Ménard sont morts parce qu'ils n'ont pas été soignés, parce que les services publics ont été dilapidés. Il y avait une manifestation en France samedi d'infirmiers et d'infirmières qui rappelait que depuis le début de cette année, 5400 lits ont été supprimés. Ils continuent à fermer les hôpitaux de proximité. Et puis, ils aiment nous. Ils viennent nous dire, c'est moi qui vais vous sauver. Et mon vaccin, moi et mon vaccin qui vont vous sauver de la pandémie du Covid-19. Comment quelqu'un de normalement constitué ne peut pas se dire, mais attention, c'est Bouktala, si on dit mon bagage, c'est pas bon. Cette semaine encore, on vient de révéler, je vous invite à voir sur Libération, que la Cour des comptes de l'Union européenne a dit qu'il y a une mafia qui dirige l'Union européenne, qui détourne des fonds. On avait déjà dit que le Conseil des ordres est poursuivi pour comptes frauduleux et insincères. Et puis ces gens-là, nous leur faisons confiance. Nous avons déjà rappelé que la majeure partie des gens qui sont à l'OMS, Organisation mondiale de la santé, ont des conflits d'intérêts. Ça veut dire qu'ils reçoivent de l'argent des laboratoires pharmaceutiques pour venir dire prenez le vaccin, il est bon. Alors, ça c'est la première chose qu'il nous faut répéter. Enfin, quand même, nous pouvons dire ça autour de nous. Ce n'est pas du complotisme, c'est la réalité. Est-ce que des gens, des voyous, des criminels, sans moment comme ça, dans leur tête, un seul moment pourraient penser à sauver l'humanité d'un virus? Il faut faire comprendre aux gens que l'obligation vaccinale et le pass sanitaire, alors il y a quelqu'un qui a employé le mot très intéressant de pass nasitaire, que ces mesures-là, ce sont des chevaux de Troie. C'est une bille qu'ils utilisent pour fasciser la société. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est le cheval de Troie, on rappelle quand même, c'est dans la mythologie grecque, et pour attaquer la ville de Troie qui n'arrivait pas à prendre, les ennemis ont construit un grand cheval en bois, et puis ils ont dit, bon, on fait la paix, nous vous offrons ce cheval-là. Sauf qu'à l'intérieur, il y avait des soldats, et puis quand le cheval est rentré, les soldats sont sortis, et ils ont pu prendre la ville. Quand on dit cheval de Troie, c'est ça. Ils vous disent vaccin, lutte contre Covid, mais à l'intérieur, c'est leur politique de fascisation qui se trouve. Et ils sont là uniquement avec cette affaire de vaccination, à faire une diversion pour que cette fascisation se passe. Alors, il n'empêche qu'il y a un problème de pandémie qui se pose. Alors, il faut d'abord voir qui c'est qui est pour le vaccin et qui critique les gens qui dénoncent la politique gouvernementale en les faisant passer pour des antiscientifiques, de toutes sortes de complotistes, etc. Parmi ceux qui s'opposent, il y a des gens qui n'ont pas l'information. Ils n'ont pas les éléments et ils croient en ce que les gouvernements disent, ils croient en ce que le préfet, l'ARS disent. Ils croient sincèrement. Donc, à ces gens-là, il faut
porter les éléments d'information. Mais il y a un deuxième groupe qui croit vraiment qu'il s'agit de vaccins qui seront protégés, ils sont pour la science, et que ceux qui sont opposés, ce sont des fous, des complotistes, des réseaux sociaux, pervers, etc. Il y a ce deuxième groupe-là. Et puis il y a un troisième groupe, les gens savent qu'il y a des incertitudes. Ils savent que ce n'est pas clair. Mais ils acceptent par force, parce qu'ils ont besoin de manger, de vivre, d'aller travailler, ils ont peur de prendre le travail sous la contrainte. Donc, quand au fond, ils savent que ce n'est pas bon, mais il y a qu'à piger. C'est comme les grands-mamans, nous, les aïels, nous, t'es calés, piger en bas là pour y payer l'éducation tichio pour permettre de arriver après. Et c'est là, ces gens-là qui sont pris en otage. Ils le font dans la souffrance. Parfois, ça se traduit par des dépressions. Et vous savez, quand on est déprimé, même les remèdes ont un effet pervers sur cela. Et puis, bien entendu, il y a des gens qui sont inconscients. Ils ont besoin de vivre, ça fait comme elle qui complot. Je veux aller au restaurant, je veux voyager, je veux aller en croisière. Là encore, c'est une forme d'aliénation. Parce que la personne ne sait pas ce que c'est que l'épanouissement humain. Mais il y a ces gens-là, je ne parle pas des ennemis, des scélérats, des voyous, des criminels, qui savent qu'il y a un problème, et puis qui font de la propagande pour que les gens aillent prendre cette piqûre-là, parce qu'ils ont des intérêts de leur professionnel ou financier. Je ne parle pas d'eux, il faut les combattre. Mais tous les premiers auxquels j'ai fait allusion, ben, il nous faut argumenter, il nous faut faire preuve de pédagogie. Il nous faut leur montrer que non seulement il y a le risque de fascisation, mais il y a le risque de subir vraiment des effets dans leur chair, que leurs enfants aient des complications. Alors, il y a un argument qui est dit par ceux qui soutiennent le gouvernement. Oui, c'est vrai qu'on a eu l'impression d'être chaotique. Au début, on ne dit pas de masque, après, oui, un masque, etc. Mais il faut comprendre, c'est un nouveau virus. C'est un nouveau virus, donc c'est au fur et à mesure que la science trouve des résultats et porte. Donc il faut comprendre, mais accepter la science. Premièrement, il n'y a rien de nouveau dans cette affaire-là. Je l'ai déjà dit, il y a des dizaines d'années que les savants attirent l'attention sur la mutation des virus et disent que ce sera impossible de trouver des vaccins. Il faut une autre politique de la science pour régler cette question-là. Et puis, il y a eu Ebola, je l'ai déjà dit, qui aurait pu permettre à ces gens-là de se préparer, de prévenir. Mais non, ils ont continué à réduire les crédits de la recherche fondamentale pour ne privilégier que la recherche militaire. Il y a arrivé des satellites qui résistent aux radiations, etc. Donc il y a eu un choix. Et puis des gens qui viennent de pleurer. Il faut comprendre, ils découvrent, etc. Ils ne font pas preuve de la même compassion pour les gens qui disent, mais c'est nouveau, donc j'ai le droit d'être méfiant. Mais il faut faire de la compassion pour les scélérats qui empoisonnent la population avec des expérimentations. Il s'agit d'un vaccin expérimental. L'argument qui est donné par des pseudo-scientifiques, selon lequel il y a très longtemps qu'on travaille sur ce type de vaccin ARN messager, n'est pas valable. Parce que oui, il y a longtemps qu'on travaille, qu'on a fait des progrès peut-être sur le tétanos, mais il n'y a que 2 ans qu'on travaille sur ce virus qu'on dit qui est nouveau, qu'on ne connaît pas. À quel moment font-ils des études pour que chaque jour, dans les médias, on vienne nous dire oui, on peut prendre le vaccin entre 5 ans et 11 ans. Pfizer a dit ça, donc c'est bon. À quel moment font-ils des études pour dire que si j'ai pris une dose Pfizer, pour le rappel, je peux prendre Janssen ou je peux prendre Moderna? À quel moment font-ils ces études-là? À quel moment le CHU de la Ménard fait des études pour dire chaque jour, oui, tous les gens qui sont morts, c'est parce qu'ils n'étaient pas vaccinés, tous les gens qui ne sont pas morts, des baratins, ce n'est pas possible. Ils n'ont pas qu'à travailler, ils n'ont pas qu'à soigner alors. Qui est-il qui a fait ça?
J'en ai mis au défi de publier l'échantillon, les résultats, les chiffrés de ces fameuses études et la méthodologie de ces études-là. Tout ça, c'est de la propagande pour faire accepter un vaccin qui est toujours expérimental. Posez la question à ces donneurs de leçons. Est-ce qu'ils savent combien de temps les anticorps restent et justifient l'autre dose? Alors, dans cette affaire-là, on va rentrer dans un mécanisme où tous les 3 mois, il faudra prendre une dose, sans savoir à quoi elle va servir. Et puis quand il y aura de nouveaux variants, alors parlant de ça, on dit Omicron. Moi, ça, non, lettre grecque là, c'est Omicron, mais enfin bref, je ne vais pas faire ça. Donc, alors, à quel moment pourra-t-on savoir que le vaccin qu'on est là, qu'on utilise là, ne protège absolument pas d'un mutant ou d'un variant? Dans quelle logique on rentre là? Il y a 2 conséquences à cette affaire-là. On continue à affaiblir les capacités d'autodéfense des organismes, ce qui est fondamentalement la première, la principale garantie de lutte contre les virus. Donc on rend le corps dépendant de corps étrangers, dont on ne sait pas toutes les implications à long terme. C'est un crime, c'est de la scélératesse, on prend nos corps, nos droits en otage. Et puis il y a des gens qui défendent ça mordicus. Le droit de contrôler ma santé, rien ne peut me l'enlever. Et le serment d'Hippocrate qu'il signe le dit formellement. Donc ce sont des gens qui sont scélérats et qui mettent en vie les populations pour les intérêts des firmes pharmaceutiques et surtout l'installation de la fascisation. Alors, comme ça parle là, on commence à parler de sanctions contre les non-vaccinés, qu'on a diabolisés. En Grèce, si on ne se fait pas vacciner, on doit payer une amende de 200 € par mois. Je ne sais pas si c'est en Autriche et des pays d'Europe du Nord là, 4600 € si on ne se fait pas vacciner d'amende. Vous vous rendez compte? Et demain, on va vous dire, vous n'êtes pas vacciné, déjà vous n'avez pas le droit d'aller nulle part, mais vous n'avez pas le droit aux allocations, vous n'avez pas le droit. On rentre dans une politique de domination fasciste de l'ensemble de la population. Alors, tout cela, il nous faut occuper les espaces de communication pour faire comprendre aux gens cela. Il y a des gens qui font des coups de gueule, entre guillemets, dans les médias pour dire « Ouais, je ne pouvais pas aller acheter mon foie gras sous le port, etc. » C'est une guerre. Il nous faut que tous ceux qui sommes d'accord pour dire la vérité au peuple, que nous intervenions régulièrement, non seulement sur les réseaux sociaux, mais sur les médias qui donnent la parole, pour dire voilà mon cas, voilà mon exemple, voilà ce que vous cachez. Pourquoi vous ne dites pas que 10 000 personnes en Australie ont porté plainte contre le gouvernement parce qu'elles ont été vaccinées et qu'elles ont des effets secondaires graves? Pourquoi vous ne dites pas ça? Il faut qu'on mène une campagne à travers les médias, mais pas seulement à travers les médias, dans les démarches organisées par les différents mouvements qui organisent la contestation, la défense de nos droits. Il faut qu'on mène cette campagne-là. C'est une véritable guerre idéologique qui se mène contre nous. Il faut réagir. Et il faut oser montrer aux gens, les mettre devant leurs contradictions, montrer de quelle aliénation ils sont. Mais enfin, chers auditeurs, auditrices, personnes qui suivent sur Facebook, le monsieur préfet de Martinique décide de faire un confinement. Il vous empêche de sortir de chez vous à 1 km pendant, etc. de temps. Il vous impose de rentrer chez vous à 6 heures et de ne pas sortir à 5 heures. Il vous défend d'aller dans certains magasins qu'il veut couler. Ouais, vous pouvez aller au supermarché, etc. Mais vous ne pouvez pas aller chez votre coiffeur, à la boutique, dans un petit resto. C'est pas dictature, c'est pas prise en otage, c'est pas blocage. On s'assied, on dit, ouais, mais le préfet a dit. En oubliant qui est le préfet, quel est son rôle dans la machine dont nous avons parlé tout à l'heure pour
domestiquer les peuples, et en particulier la colonie Martinique. Nous avons pris, nous avons boire. Et puis des syndicats font des barrages pour exiger qu'on ne mette pas nos frères et sœurs dehors, nos fils, nos filles dehors, sous prétexte qu'ils ne sont pas vaccinés. Nous avons fait coup de gueule. Nous avons parlé de prison d'otages. Qui laisse les prisons d'otages là? Il faut que nous fassions aux gens comprendre le degré d'aliénation. Des gens qui font des coups de gueule. Ah, les syndicats qui empêchent nous vivre. Même Montala, le lendemain, l'entreprise est ouverte. Ils mettent des robes, ils ne pas payer, ils couillent. Et en bas, mon gars, la maison dit, j'ai cherché un syndicat parce que m'a mis dehors. Laissez-vous qui touche, tout ça, on dit les syndicats, on va oublier. Mais les syndicats, même pas peuple là, c'est coup de gueule, ces bagailles. Non, il nous faut lutter contre les mauvais comportements, les réactions émotionnelles. Parfois, c'est par l'ignorance, mais enfin, il faut lutter contre ça, il faut dénoncer. Et ça m'amène à la deuxième partie de mon intervention. C'est pour dire que là, à présent, quelle est la situation? L'intersyndicale de la santé, depuis le mois de juillet, a fait un travail extraordinaire. La première belle victoire qu'elle a eue, cette intersyndicale, c'est que les syndicats de la santé des différentes centrales, ils ont né dans le respect, ils ont discuté et ils ont fait un plan de travail qui est efficace. Ben, il a monté. C'est ça qui fait tout le monde mobiliser, que le peuple a compris. Bravo à l'intersyndicale. Mais il ne faut pas nous dire bravo et puis, il y a un problème, nous avons dit, ah, les syndicats. Il faut comprendre que la dynamique créée par l'intersyndicale, c'est un moteur, mais qu'il faut que cette alliance, cette cohésion-là, s'élargisse à l'ensemble du peuple martiniquais. Quand il y a eu la grève générale appelée par l'ensemble des centrales, donc on n'est plus au niveau des syndicats de la santé, bon, pour essayer de mobiliser davantage encore, ceux qui appelaient à la grève ont ajouté un certain nombre de revendications sur la vie chère, parce qu'il y a des gens qui étaient prêts à se mobiliser sur ça et qui ne se mobilisaient pas sur la question vaccinale. Donc, le choix de l'intersyndicale, c'était de faire, d'ouvrir au plus large pour rendre la grève valable. Certains ont contesté ce choix-là. C'est leur droit, mais quand il y a une bataille, une grève, il y a des choix stratégiques, etc. Après, on va tirer le bilan. Mais on ne peut pas faire grief aux intersyndicales, aux centrales, d'avoir voulu élargir le travail. N'empêche que lorsque la grève a éclaté, on a constaté quelque chose d'extraordinaire. Barrage tout partout. Alors, ce qui est important, c'est qu'il nous faut savoir tirer les leçons positives et négatives des batailles que nous menons. Il n'y a pas une seule bataille qui puisse être menée sans qu'il y ait des aspects positifs et des aspects négatifs. Même vous, individuellement, dans tout ça, on va faire, ni débat qui est bien, et puis ni débat qui est pas de merde, tu dois faire ça en l'autre manière, etc. Ça, à plus forte raison quand il s'agit de mouvements sociaux de grande ampleur. Donc, qu'est-ce qu'on peut tirer comme leçon des barrages qui ont éclaté sur le territoire de Martinique? Premièrement, 34 communes concernées. Le gouvernement français qui pensait faire comme d'habitude, envoyer des escadrons de gardes mobiles, etc. Ils ont juste mis RED, GIGN consacré à la lutte contre le terrorisme. Allez, faites-moi ces nègres se taire. Ils sont arrivés en masse. Ils ont été cochons contre des dominos. Toute cette force armée française du pouvoir colonial est restée cochon comme des dominos. Pourquoi? Parce qu'il y avait des mobilisations dans les 34 communes. Parce qu'il y avait des barrages puissants organisés par les intersyndicales et puis des barrages spontanés impulsés par des jeunes révoltés qui en avaient marre, ou bien même parmi des gens qui trouvaient l'opportunité de faire un petit beurre. Mais
cette puissance-là montre comment le peuple martiniquais peut donner le pion au pouvoir colonial. C'est extraordinaire, ils sont restés cochons. Et au-delà de ça, il nous faut comprendre qu'il y a eu, comme en toute période de guerre, des choses qui ne sont pas valables, dont on va parler, mais il y a eu des preuves de la capacité d'organisation et de solidarité du peuple martiniquais. C'est vrai que les médias ont beaucoup ciblé sur les brûlures, les exactions, etc. Pour casser le mouvement, notamment en France. Ils ont insisté sur ça, c'est dans la stratégie, diaboliser le mouvement pour dire et de retourner une partie de l'opinion et aller à la répression. Alors qu'ils ont beaucoup montré ces éléments de violence-là. Mais ils étaient minoritaires par rapport à l'organisation des barrages. Tous les grands barrages organisés par les centrales syndicales étaient disciplinés et donnaient une autre vie. Je pense au port, mais ailleurs, c'était la convivialité. Grand monde qui a venu, il a fait manger, il a fait petit embouillot, il a parlé puis c'est mon il a laissé les services d'urgence passer, etc. Donc, il y avait cette capacité d'organisation et de collectivité. On a vu dans des quartiers, je cite du côté de la Duchesne là, un habitant qui voit que le chemin est petit, les voitures qui font le dérivatif pour éviter la brasserie Lorraine se perdent et puis se font des embouteillages. Moi, un désir, un grand homme, il finit, il mettait quoi, il dit attention, non, organisez, faites pas là, etc. Et puis il dit ouais, il faut que m'aider ces gens. Imaginez que c'est une initiative spontanée, mais imaginez que cela soit organisé, le potentiel que nous avons là. On a vu des jeunes qui viennent sur les barrages pour dire bonjour, nous cherchons les responsables de l'intersyndical. Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Est-ce que vous pouvez nous dire comment, pourquoi, etc. Mais c'est formidable, notre jeunesse qui vient comprendre le problème des travailleurs. On a vu des jeunes qui étaient dans des barrages justement où il y avait des dérapages, qui sont descendus sur le port, demander à voir les responsables intersyndical. Maman, il dit, qu'à fait, nous pas arriver à contrôler ça. Est-ce que vous êtes venus aider nous à organiser? Mais c'est quelque chose d'extraordinaire. Ce sont des jeunes révoltés, qui n'étaient pas syndiqués, mais qui ont vu cette nécessité de lutter contre les déviations. Alors, c'est vrai, je l'ai expliqué par ailleurs, que quand des jeunes sont révoltés, quand ils boivent, ils sont alcoolisés, quand ils se droguent, quand ils sont manipulés par des provocateurs payés, ils peuvent faire n'importe quoi. Et puis, il y a des délinquants, comme dans tous les pays du monde, qui profitent pour aller voler, piller ceux qu'ils ne peuvent pas avoir, etc. On a bien expliqué que ce n'est pas de la responsabilité des centrales syndicales, mais c'est une réalité. Alors, cela doit nous amener à comprendre qu'il y a un potentiel formidable là, mais qu'il y a des difficultés. Et il faut que nous tirions en conclusion, mancher tomber, c'est un bel pas. Quelle que soit la façon dont ces barrages-là vont se terminer, s'arrêter, négociations à la préfecture dont on ne peut rien attendre de fondamental, le combat contre la vaccination doit redevenir principal. Le combat contre le pass nasitaire doit être principal. Et il nous faut préparer les nouvelles offensives populaires dans la mesure où les revendications ne seront pas satisfaites. Ça veut dire quoi? Se préparer. Ça veut dire que premièrement, renforcer l'unité. Il nous faut arrêter de nous diviser, de discuter des stratégies sur le terrain. Ah ouais, ça c'est le monde qui l'a. Le moral des troupes dans une guerre est définitif, décisif plutôt. Il nous faut arrêter de prendre des paroles négatives. Quand il y a des contradictions, il ne faut pas insulter l'autre, il faut essayer de lui dire voilà l'argument sur le vaccin. Si on n'a pas à comprendre, laissez-le là pour le moment. N'y en a qu'à comprendre. Il nous faut absolument comprendre que ce n'est pas sur le terrain qu'on discute de la stratégie. Quand il y a une guerre, deux armées s'affrontent. Prenons l'armée nazie qui attaque
les résistants français pendant la Deuxième Guerre mondiale. Vous croyez que les résistants vont dire, ah, c'est pas là pour aller, c'est pas pour là, il ne faut pas nous faire ça, etc. Mais il y a ratiboiser toute résistance. Il y a une structure qui décide, on discute avant et on applique un plan. Et puis après, on tire les leçons. Eh bien, il nous faut comprendre que ce n'est pas le moment de dire, ah, syndicat pas pour faire ça. Si vous parlez syndicat, fait n'importe quoi, normalement, vous syndiquez. Et puis, vous pouvez développer argumentation, camarades, ce que vous dites là, ça, mais si on n'est pas structuré, on n'aura pas de stratégie valable. Donc, unité, discussion sereine. Tant que nous n'avons pas gagné la victoire, on tait les divergences au sein du peuple pour en parler après. Et puis, quand on a dit ça, il faut se structurer. Parce que pour se structurer, d'abord, il faut avoir des endroits où on se rencontre, on décide plutôt, et on désigne des gens qui nous représentent et qui se mettent en contact pour avoir une vision globale. Et nous n'allons pas gagner peut-être tout de suite ce combat contre la fascisation, le passe nazi terrible, mais il faut être prêt pour le mois prochain, pour la fin du mois, ou dès que ce sera nécessaire, pour relancer des mobilisations massives. Mais cette fois-là, il faudra qu'on ait réfléchi pour dire comment mieux impliquer le peuple. Comment porter réponse aux effets collatéraux liés au barrage, approvisionnement, soins des personnes dépendantes, consolidation de l'économie endogène. Alors là, sur ça, on a des propositions. Il y a des jeunes qui sont venus devant les barrages pour dire, et si on organisait des marchés à l'entrée et à la sortie de chaque barrage, pour que tous les gens qui sont à l'intérieur de la zone puissent s'approvisionner. Et si dans cette organisation, on prévoyait que les responsables des différents barrages qui sont en relation instituent une coordination pour dire nous qu'à laisser misser passer pour ici, etc. Il nous faut comprendre que la circulation des petits agriculteurs, des infirmiers, tout ça peut être organisé. L'appel aux marchés régionaux, on l'a dit, mais les soins infirmiers, nous avons eu l'occasion de dire, il y a une zone qui est entre des différents barrages. Dans chaque zone, il y a des infirmiers et des infirmières libérales. Mais tous ceux-là qui sont en contact peuvent se téléphoner, va voir mon malade pour moi, je vais voir le tien. Il faut une structuration pour cela. Nous avons expliqué que les petits commerçants doivent profiter de la situation pour construire des circuits parallèles. Aux restaurateurs, eh bien, on peut avoir un marché stable avec les contacts qu'on a pour organiser l'approvisionnement en alimentation, en restauration, cuite, etc. Donc, à l'heure actuelle, ce qui est important, c'est que nous mettions des circuits courts sur pied pour également faire les enfants des écoles travailler. Il n'y a pas un quartier où on ne puisse pas trouver un endroit où les enfants se réunissent pour travailler avec le soutien de gens qui aiment leur pays. Ça pourra se faire, ça c'est déjà fait. Alors, tout cela nous amène à parler de la nécessité que nous ayons une administration populaire alternative. Ce que nous appelons de nos voeux, c'est que tous ceux qui ont compris que la lutte est globale, internationale, et que cette guerre-là, nous ne devons pas la perdre. Parce que si nous la perdons, notre corps, nos droits sont soumis au pouvoir colonial, nous sommes soumis au génocide par substitution. Au contraire, il faut profiter de cette situation pour faire comprendre aux expatriés, ce n'est pas un bac au côté qui viennent facilement comme ça. Fermons la parenthèse. Donc, il nous faut construire à la base. Ce n'est pas un chef suprême qui va venir dire fais ça. Mais si on est d'accord sur cette orientation-là, dans son quartier, dès demain, dès aujourd'hui, que dis-je, on dit, bon, maman, est-ce que nous d'accord pour faire une petite cellule de coordination, etc. Est-ce que nous d'accord pour entrer en contact avec l'inter-syndical de la santé, qui a fait ceci, cela. Il nous faut avoir une administration populaire alternative pour affronter les prochaines batailles que nous avons à mener. Alors, pour conclure, je dirais que, honnêtement, je suis convaincu que notre peuple est capable de cela. Notre peuple a toujours été capable de résister aux pires situations, au pire moment de son histoire.
en temps Robert, ils ont survivre. À chaque moment de l'histoire où il y a eu des problèmes décisifs, notre peuple a été capable de porter des réponses. C'est lui qui a porté des réponses à ces questions de logement. Si mon la Volga traîne sous le pouvoir colonial ou bien le patronat pour bailler pour vivre, côté peuple martiniquais a qu'à vivre. Il n'y a pas qu'à vivre à des châteaux de luxe. Mais la question du logement a été résolue par le peuple, par les gens de la Volga. Nous avons des compétences, nous avons du génie pour créer des économies alternatives, etc., pour survivre. Eh bien, profitons de cela pour créer une base d'un système alternatif et surtout pour appuyer la lutte qui ne fait que commencer sur le terrain dont nous avons parlé. Alors, je vais conclure en citant cette belle phrase du CNCP, tout peuple assemblé nous qui fait un pays neuf. Merci de votre attention.